Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie avec toute l'équipe et avec nos invités de vous retrouver comme chaque mercredi pour analyser les temps forts de l'actualité nationale. Et ce soir, nous parlerons éducation et droits de l'enfant. Éducation d'abord parce que la campagne de recrutement des nouveaux enseignants qui a été lancée au début du mois de novembre, soit 15 jours après les instructions royales en vue de renforcer les effectifs, bat son plein. C'est aujourd'hui que seront désignés les candidats habilités à passer le concours qui se tiendra vendredi et samedi prochain. L'occasion pour nous de comprendre les enjeux de cette campagne et surtout de se poser la question, est-ce qu'elle suffira à réformer en profondeur et à répondre aux défis nombreux qui se posent pour l'école publique. Et puis, juste après la pause, nous élargirons à la question des droits de l'enfant. Ce dimanche 20 novembre s'est en effet tenu à Marrakech sous la présidence de la princesse Lalla Meriem, le congrès national de l'Observatoire national des enfants. Nous reviendrons sur la place de l'éducation dans la promotion des droits des enfants au Maroc et sur les grandes annonces qui ont été faites lors de ce congrès. Et pour répondre à toutes les questions sur ces sujets avec nous ce soir sur le plateau, nous recevons d'abord M. Abdelhak El-Hayani. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie, de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À vos côtés, M. Mostafa Haddia. Bonsoir monsieur. Vous êtes psychosociologue, vous êtes professeur universitaire à l'université Mohamed V et vous êtes également ancien doyen de la faculté pluridisciplinaire Qadi Ayed à Marrakech et vous avez commis plusieurs ouvrages consacrés aux sciences de l'éducation et de l'enfant. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, madame professeure Amina El-Malki. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'ONDE que j'évoquais tout à l'heure, l'Observatoire national des droits de l'enfant. Merci d'être avec nous. Et enfin, monsieur Nasreddin El-Hafi. Bonsoir, merci aussi de nous avoir rejoints. Vous êtes ancien directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Casablanca et vous êtes également le secrétaire général de l'association El Jisr qui intervient sur les questions d'éducation et de culture. Merci à tous d'être avec nous. Alors, je vous le disais, l'actualité, c'est cette campagne de recrutement des nouveaux enseignants. Avant de revenir sur le pourquoi de cette campagne, on en est où aujourd'hui en termes de dossiers de candidatures reçues et puis combien à peu près seront retenus? C'est aujourd'hui que ceux qui ont candidaté vont savoir s'ils vont pouvoir passer le concours ce week-end. Très bien. En tout cas, juste pour rappeler que l'opération est très stratégique pour le ministère aujourd'hui. Donc, grâce à l'intervention de Sa Majesté le Roi, la situation qu'on a vécue il y a quelques semaines avec la rentrée scolaire 2016-2017 qui n'était pas du tout acceptable pour s'inscrire dans la vision 2015-2030. Donc, heureusement, cette intervention royale a permis quand même de faire déjà un premier appoint. C'est un premier, je rappelle, c'est un premier appoint pour 2016 avec 11 000 enseignants, avec bien sûr le mode qu'on peut discuter par la suite, le mode de contractualisation structurelle. Donc là aujourd'hui... Ces instructions, pardon, on rappelle juste des exemples, mais ces instructions royales sont intervenues parce qu'on a eu des classes avec des effectifs jamais atteints au Maroc. Je vous donne juste un exemple d'une école du quartier Haï Hassani à Casablanca, l'école Farah, qui est l'école aujourd'hui la plus encombrée de la ville de Casablanca, puisqu'il y a 11 professeurs pour 610 élèves et il y a des classes avec 48 à 54 élèves par classe, d'où l'urgence de ces mesures. Donc j'étais en train juste de dire que le ministère avait sa carte scolaire. On connaissait vraiment, au niveau de tout autre Marocain, on connaît l'encombrement qui était vraiment en situation critique. Bah, bien sûr, il faut dire aussi pourquoi. Parce qu'on n'avait pas le nombre suffisant des enseignants, surtout avec le départ massif en retraite, limite d'âge anticipé, sachant que le ministère a toujours eu une visibilité sur 5 ans, au moins 5 ans. Donc aujourd'hui, nous avons un départ massif pour 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. Donc ce premier appoint de 11 000, il va être poursuivi avec un second appoint pour 2017. Et donc ça va permettre vraiment déjà d'éradiquer, de faire face à l'encombrement jusqu'à un certain niveau d'optimisation. Alors on va revenir après sur tout ça. Vous dites que le ministère a une visibilité, mais pourquoi est-ce qu'on a accusé ce retard dans la prévention de ce manque d'effectifs? Est-ce que la grève des enseignants stagiaires, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette question, l'année dernière, est-ce qu'elle a entravé le recrutement de nouveaux professeurs? Non, pas du tout. C'est pas question de grève, mais c'est question de, premièrement, la visibilité en termes de planification de la carte scolaire. Et toujours, je reprends, c'est très officiel, c'est très disponible pendant 5 ans. Mais vous savez que pour chaque année, la loi de finances, il y a des contraintes macroéconomiques qui, parfois, dépassent le cadre de l'éducation. Et lorsqu'on demande un chiffre, bon, on n'aura pas nécessairement la capacité d'avoir ce chiffre. On reçoit un nombre de postes budgétaires qui est parfois inférieur. Là, bien sûr, pour des raisons objectives, certainement, au niveau du gouvernement. Et donc, voilà un peu le cumul qu'on a eu aujourd'hui. Donc, je reprends que c'est un cumul qui va être aujourd'hui résorbé à travers ce 11 000. Et il y a encore un chiffre, j'imagine, qui sera également substantiel pour 2017. Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est un appoint pour sauver l'année scolaire en cours. Pour sauver la rentrée scolaire, sauver dans le... Il faut aussi expliquer ce terme sauver pour faire face déjà à la situation de l'encombrement et passer vraiment aux réformes que nous voulons faire durant cette année. On ne peut pas imaginer une réforme. Il y a plusieurs aujourd'hui actions prioritaires qui sont en train d'être mises en œuvre. On ne peut pas les imaginer avec une classe qui dépasse parfois 50, 60, 70. Donc heureusement, avec 111 000, je suis certain qu'on aura à dépasser cette situation et passer à l'essentiel, passer aux aspects qualitatifs. Quel est avant de faire réagir nos invités, le calendrier de cette campagne de recrutement? Aujourd'hui, donc, des candidats qui vont passer le concours vont le savoir. Le concours a lieu vendredi et samedi. Les résultats seront connus quand et quand est-ce qu'ils pourront effectivement entrer en exercice? Ce qui est sûr aujourd'hui, donc il y a déjà une feuille de route qui a été bien tracée. Donc aujourd'hui, on a vraiment à peu près 94 000 de dépôts de dossiers qui sont aujourd'hui faits. C'est déjà un chiffre. 94 000 candidats. Absolument. C'est des chiffres que je donne de manière vraiment approximative, puisqu'aujourd'hui, vous savez, les chiffres ne sont pas encore arrêtés pour toutes les régions. 94 000 à peu près, c'est déjà un chiffre qui est très très positif. Et déjà, c'est à peu près 8 fois le chiffre 11 000 qu'on aura. Donc déjà, on aura déjà une bonne marge de manœuvre pour avoir un nombre de présélectionnés qui va à peu près vers les 40 000, pour passer bien sûr l'examen écrit donc vendredi et samedi, avant de passer après 4 jours par la suite, passer à l'oral, donc un bon filtre en oral, pour essayer un peu également de vérifier qu'on aura vraiment les bons enseignants, les bons profils, les bonnes compétences, et bien sûr, ils rentreront en service très probablement vers fin décembre. Ça sera difficile d'avoir ça. Donc on aura perdu quasiment un semestre. Mais c'est mieux qu'une perte d'une année scolaire. Monsieur El Hafi, vous vouliez réagir à cette campagne de recrutement et à cette solution d'appoint envisagée pour sauver l'année scolaire? Monsieur Hien vient de le dire, je déplore bien sûr qu'une décision aussi capitale, aussi importante, soit prise pratiquement le tiers de l'année scolaire est passé. Donc, comme disait Silhiani, on prépare une carte scolaire. En principe, on commence, il y a des prévisions, mais on commence à préparer la carte scolaire pour l'année d'après en janvier. Donc, il y a d'abord le recensement qui donne une idée sur les effectifs, et puis on prépare une carte, on prépare les effectifs, les besoins, etc. Et là, il a fallu attendre les directives royales pour qu'on puisse prendre une décision. Alors que cette rentrée 1916, c'est une rentrée catastrophique. On a eu des effectifs, des surnombres qui n'ont jamais été connus, et là c'est déplorable, tout simplement. Alors que déjà pour les 7000 postes qui étaient prévus, il n'était pas suffisant. On a trouvé une autre solution pour que les gens démarrent en janvier, et il y a en plus cette décision qu'il va falloir gérer de toute façon. Vous voulez répondre, Monsieur El-Hini, sur pourquoi par exemple la campagne n'a pas eu lieu cet été, par exemple, pour faire face au problème de la rentrée? Justement, pour préciser, j'ai rappelé que le ministère, c'est un système qui est complexe. Il ne peut pas être géré par la seule responsabilité des ministères. On a besoin du soutien de l'ensemble des acteurs, notamment le gouvernement. J'ai rappelé que la visibilité, il n'est pas seulement, juste pour compléter votre intervention, il n'est pas seulement sur une année. Parce que nous avons tout un système d'information démographique et statistique, et qui est très très bien développé au ministère. Nous connaissons au moins depuis 2012 les prévisions en termes de besoins critiques et optimum jusqu'à 2020. Je pense que c'est très intéressant pour le pays, pour le Maroc. Donc aujourd'hui, moi franchement, je ne veux pas débattre de l'aspect qui rentre dans le gouvernement ou de la loi de finances. Je comprends que nous recevons chaque année entre 5 000 jusqu'à 8 000, je prends un peu les chiffres année par année, j'ai un peu l'historique. 5 000, 8 000, on devrait avoir plus. Mais aujourd'hui, si on veut être vraiment prospectif et positif, comme j'ai dit tout à l'heure en offline à M. Hafi, aujourd'hui, nous sommes très optimistes. Parce que Sa Majesté, qui est le roi des Maroc, qui est la haute autorité des pays, a pris sa décision, et nous sommes très heureux de cette décision, et nous sommes en train de l'implémenter. Vous savez que ça n'a pas été facile. Nous sommes en train de recruter à peu près 70% du nombre de postes budgétaires annuels pour l'ensemble de la fonction publique. Et on a fait 1 mois et demi. Tout le système a travaillé sur ça avec une ingénierie très minutieuse pour vraiment la sécuriser. Il y a beaucoup de problèmes qui sont derrière. On va revenir dans un instant sur tous les acteurs qui ont été associés. Les contrats, le déploiement, les prestations sociales, les différents contrats qu'il faut signer. On va revenir dans un instant sur quel sera le statut de ces enseignants. Parce que c'est un travail
important qui se fait aujourd'hui par le système éducatif marocain. Monsieur El Hadia, votre réaction par rapport à cette campagne de recrutement? Personnellement, moi je rejoins ce qu'a dit Silhafi. Pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant pour quand même ouvrir un concours pour recruter des enseignants? Surtout, Monsieur El Hadia a répondu il a répondu. À cette question. Moi, je dis voilà, c'est une responsabilité. On a perdu presque 2 mois ou 3 mois de l'année scolaire. C'est quand même déplorable à ce niveau-là. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment indéniablement un mal calcul, un calcul qui n'était pas de mauvaise prévision de la part des responsables au niveau du ministère. Ça, je ne vise personne. Je sais très bien que les responsables au ministère travaillent avec de bonne foi et avec de très bonnes intentions, mais nous sommes en face d'une réalité. Le temps ne nous laisse pas le choix. Quand même, il faut avoir cette possibilité. Donc, si, je n'ai pas encore terminé ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que si, depuis le mois de mai ou depuis le mois de, je ne sais pas, d'avril, on a quand même une certaine statistique concernant le nombre d'enseignants qu'il nous faut pour l'année prochaine. Et malheureusement, pourquoi attendre jusqu'à que le roi donne l'ordre pour qu'il y ait quand même recrutement recrutement du nombre d'enseignants nécessaires pour combler le vide, combler le manque. Ça, c'est vraiment difficile à supporter sur ce plan-là. Et surtout, moi, j'ai travaillé au monde rural et j'ai constaté vraiment ce fait. C'est vraiment négatif sur le plan de la formation et de la scolarisation des enfants. Vous voulez parler de la surpopulation des classes? Et même la surcharge des classes, l'encombrement des classes. Ça, c'est clair et net. Donc, il y avait un manque, d'après certaines statistiques, un manque de 8 000 à 9 000 étudiants, et même de enseignants, pardon. 9 000 à 10 000 enseignants qui manquent. Et pourquoi pas, on n'a pas prévu ce manque et le combler dès le départ? Et attendre l'ordre royal. Pourquoi? C'est malheureux. Bien sûr. Alors, je complète juste, si vous me le permettez, la question, parce que on se pose la question, parce que quand on voit les chiffres du taux de scolarisation, je ferai intervenir professeur Al-Malki là-dessus, les chiffres sont plutôt positifs. Le taux de scolarisation pour les 7 à 12 ans est passé de 80% en 2004 à 94% dans le milieu urbain, mais c'est surtout dans le milieu rural que ça a explosé, et c'est une bonne nouvelle. C'est passé de 69% à 92%. Donc là-dessus, on a un taux qui est une évolution du taux de scolarisation qui est très bon. Et à côté, on n'a pas su peut-être anticiper, c'est une question sur le besoin de personnel. Je suis désolé, donc là, juste pour clarifier, parce que c'est un débat, il faut quand même clarifier un peu quelques nuances. Il faut nuancer quelques propos. Vous êtes là pour ça, allez-y. Juste pour dire que la massification, c'est une performance qu'on a aujourd'hui. Et ça, il faut l'expliquer. C'est parce que par rapport aux efforts qui ont été faits durant les 5-4 dernières années, c'est un programme de soutien, d'appui social, c'est vraiment un effort au niveau de l'offre scolaire, c'est vraiment un grand travail qui a été fait dans le programme d'urgence en particulier, mais également les mesures prioritaires qui ont suivi à partir de 2013, qui ont permis bien sûr d'abriter un peu cette demande. Et les chiffres, vous avez rappelé. Mais attention, le côté enseignant, ça passe par un processus institutionnel, mon cher collègue. Vous savez qu'il y a une loi de finances. Le ministère ne peut pas former les enseignants qu'il faut sans avoir autorisation institutionnelle par la finance du nombre de postes budgétaires. C'est qu'il y a un problème, un trou quelque part. Là, le trou, j'étais en train d'expliquer le trou. On laisse M. El Hayani terminer et je vous redonne la parole. Ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Je vous jure que c'est la réalité. Ce n'est pas une technique. Parce que là, nous avons le site, nous avons les planificateurs qu'il faut. Je suis d'accord avec la planification. Nous faisons les calculs. Tout le monde le fait aujourd'hui. On a au moins une carte de formation de 5 années. Mais il faut dire que le dispositif en place au niveau national qui permet de dire le ministère aura tel nombre de postes budgétaires, ce dispositif est aussi régi par d'autres contraintes économiques. On ne peut pas. Vous savez, aujourd'hui, la masse budgétaire, la masse salariale pour seulement l'éducation est de 39 milliards de dirhams. Et encore en augmentation, 39 milliards. C'est important. Le budget global des ministères, c'est 45 milliards. 90% du budget global de l'éducation, on a un camembert qui résume bien les dépenses Donc on ne peut pas avoir 7 000 postes par année.
Voilà pour je dire, l'intervention royale était franchement très stratégique pour le système éducatif marocain, parce que sinon, on n'aurait jamais eu 17 postes par année. Aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. Monsieur El Hayani, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il y a un problème de gouvernance sur cette question de l'éducation? Est-ce que c'est ça le problème? Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que le système éducatif marocain, il dépend de la décision qui se prend au niveau gouvernement. Il y a une décision qui se prend chaque année. On va donner au système tel nombre de postes budgétaires. On n'a pas eu, durant les 4 dernières années, le nombre exact qu'il nous faut. Ça ne dépend pas des systèmes éducatifs. Je suis désolé. Vous croyez que la communication n'a pas été faite? Ça a été fait de plusieurs façons. Mais juste pour clarifier, ce n'est pas la gouvernance interne. Si c'est une gouvernance globale, pourquoi on ne donne pas au système nombre de postes budgétaires? Je reconnais qu'il y a des contraintes macroéconomiques qui sont là. Il y a des contraintes. Je suis sûr qu'il y a des paramètres importants qui parfois limitent ce nombre de postes budgétaires pour l'éducation. Mais aujourd'hui, je pense que la solution, elle est là. Et moi, je vois que maintenant que l'aspect positif. C'est que ces 2 mois et demi ou 2 mois que vous avez de pertes, mais on va les rattraper durant toute l'année. L'essentiel, c'est qu'on a fait tout l'effort pour que les enseignants, mais on va y arriver. Je fais réagir Madame El Malki, professeur El Malki, qui n'a pas parlé depuis tout à l'heure sur l'évolution de ce taux de scolarisation. Et ensuite, je vous donne la parole, Monsieur El Hafi. Oui, effectivement, durant ces dernières années, le taux de scolarisation a augmenté. Nous l'avons compris, nous avions fait une étude au lendemain de la ratification de la Convention des droits de l'enfant sur l'état de l'enfant dans les communes rurales en particulier, et le taux de scolarisation était très bas, et en particulier des filles qui étaient chargées de la corvée de l'eau. Et donc, le taux actuellement est presque à 90%, ce qui est un gain. Donc, il y a eu des progrès importants qu'il faut souligner, parce que le taux de scolarisation est important, filles et garçons, et actuellement, justement, je crois il y a un goulot d'étranglement, parce que tous les enfants qui n'allaient pas à l'école, il y avait un pourcentage de moins de 60%, je crois, ou quelque chose comme ça, de scolarisation. Maintenant, en passant à 90%, vous avez un nombre d'enfants important, donc il fallait prévoir les postes budgétaires. Et il faut avoir les moyens de ces ambitions. Alors donc que on le budget avait une est en ambition recul, bien précise, et donc... alors que le budget de l'éducation est en recul, entre 2015 et 2016. Absolument, alors que le nombre que la scolarisation est augmentée, le budget est faible. Monsieur El Hafi. Je pense que, comme a dit El Hayani, il y a des prévisions, des projections qui donnent pour chaque année le nombre de postes budgétaires indispensables pour une rentrée normale. Mais en 2005, il y a la projection jusqu'à 2000. Mais je pense que déjà, au début de la réforme, on a placé l'éducation comme première priorité après la cause nationale. Et déjà en 99, 2000, etc., on avait des besoins énormes qui étaient identifiés et on a reçu 3500 postes budgétaires en 99. C'est ce qui était loin de combler le déficit qui existait auparavant. Et il a fallu discuter, négocier avec les finances pour que, finalement, ils ont augmenté et ils ont donné 7000 postes. Et je pense que la situation que nous vivons actuellement, elle est grave parce que ce n'est pas une question de prévision. C'est une loi des finances qui devait donner à l'éducation nationale les postes qu'il faut, parce que recruter n'est pas une solution immédiate. Parce qu'il faut une formation. Ça, c'est un processus de formation. Alors, la formation, déjà il y avait un déficit. On recrute actuellement les 11 000 et il va falloir les former. Exactement. Comment? Au lieu de travailler dans la sérénité, selon des modes de formation avérés, on est dans la précipitation. Et là, c'est un système, moi je pense que c'est le cumul, et nous payons actuellement, moi, même pour la scolarisation, le taux de scolarisation, la massification a eu un impact très négatif sur la qualité. La qualité de l'éducation. Alors, on creuse un peu ce point, on n'oublie pas le statut et les négociations autour du statut de ces recrues tout à l'heure, mais puisqu'on est sur la formation, il y avait déjà eu des vagues de recrutement de diplômés chômeurs pour combler les manques d'enseignants dans l'éducation nationale. Certains disent que ça a fait baisser le niveau, vous venez de l'évoquer. Pour cette campagne de recrutement, est-ce qu'il y a des critères qui sont retenus, d'une part, des critères de sélection? Le concours va consister en quoi? Et après le recrutement, est-ce qu'il y a une formation continue qui va être proposée à ces enseignants? Juste pour déjà passer un message qui est très clair pour nous, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur en matière de qualité.
Et la qualité, c'est déjà... C'est une des priorités de la vision stratégique. Absolument. La qualité est au centre aujourd'hui. Je sais que l'équité a une place. L'équité, il y a encore un travail à faire, surtout pour arriver à avoir une égalité entre rural et urbain. Mais quand même, il y a un progrès qui a été fait là-dessus. La qualité, par contre, les constats sont quand même parfois très choquants. Et malheureusement, il faut du temps pour expliquer quelques indicateurs qualitatifs en matière de capacité, de compétences de base pour nos élèves, surtout les primaires. Bien sûr, s'il y a aussi au préscolaire. Donc je reprends la qualité aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Et monsieur le ministre, il y a vraiment aujourd'hui, la vision est très claire. Alors dans quelle mesure elle a été prise en compte dans cette campagne? Il ne faut pas qu'on rate la formation des enseignants. C'est vrai, cette fois-ci, les 11 000, nous sommes dans une situation qui est quand même, je peux dire, une situation de gestion de situation critique. Et donc on est dans un plan d'urgence. Absolument. Une intervention prioritaire pour essayer un peu quand même d'installer et de déployer les 11 000 enseignants avant le 31-12, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017, comme ça au moins pour avoir au moins les 2 tiers de l'année qui seront sauvés. Par conséquent, on ne peut pas les former dans une formation normale comme on le fait chaque année. Alors aujourd'hui, le ministère, il travaille aujourd'hui, il a préparé une ingénierie de formation continue, il faut dire en parallèle, en temps masqué. Il y a tout un détail qui se fait. Ce n'est pas une formation qui est faite au préalable, mais c'est une formation qui se fait en parallèle. Mais est-ce qu'il y a des critères de sélection déjà? Par contre, la sélection, on a mis un dispositif de sélection qui est quand même très prudent et très sécurisé. Je vous dis un exemple. Lorsqu'on choisit les dossiers, en premier lieu, parmi les lauréats des filières université d'éducation, ce sont des filières qui forment au niveau de l'université pour l'éducation. C'est déjà un point qui est important. À la limite, on peut quand même discuter la pertinence de la formation initiale après ces filières. Deuxième priorité, si on n'arrive pas à avoir les 11 000 à partir de ce premier fil, de ce premier palier, on passe au deuxième palier. Ce sont les 10 000 cadres que nous voyons dans la société. Ils bougent aujourd'hui. Ils étaient formés par le gouvernement. Et c'est une action qui n'est pas regrettable aujourd'hui. Moi, je pense qu'on va y profiter. Pas tous, mais on va recruter puisqu'il y a un filtre de concours aussi. Troisième niveau, troisième palier, et je suis sûr maintenant qu'on va y arriver, troisième palier, ce sont des licenciés spécialisés dans les matières scientifiques, notamment pour combler le retard que nous avons aujourd'hui en enseignant mathématiques et des matières scientifiques. Donc avec ces 3 paliers, vous voyez un peu que déjà le ministère a voulu sécuriser un peu la chose. Et puis bien sûr, il y aura, je pense qu'il n'est pas personne de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a vraiment un dispositif de concours par écrit, vraiment qui se fait dans les normes pédagogiques, les normes psychologiques, les normes de communication, avec aussi un oral, avec du temps vraiment, on s'est investi pour prendre le temps qu'il faut aussi pour l'oral, pour voir un peu l'aspect communication, l'aspect psychologique, la capacité des enseignants, avant de rentrer, mais il y a bien sûr la formation continue qui se fait en parallèle, sans oublier un point, l'accompagnement institut, l'accompagnement de proximité. Ça veut dire que l'une des mesures prioritaires qui ont réussi... pas un peu lâché seul Impossible de lâcher, même pour les enseignants existants aujourd'hui. La mesure aujourd'hui est vraiment sur terrain. C'est vraiment aussi l'innovation de notre ministre, du ministère, c'est d'encadrer à proximité, parce que la formation continue, il y a un problème qui est très sérieux. Comment les former alors qu'ils sont en classe? Et là, vraiment, il y a un débat social important. Même les vacances, il ne faut pas en parler de manière, c'est pas du tout facile. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de verrous qu'on a mis en place. Et nous sommes très optimistes que les choses seront quand même maîtrisées, malgré la situation un peu transitoire et critique. Donc, c'est tous ces paliers qui expliquent aussi pourquoi ils seront opérationnels à la fin du mois de décembre. Exactement. Monsieur El Hadir, vous aviez demandé la parole juste avant qu'on fasse une pause pub. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question des retards de recrutement. Vous y tenez, oui, allez-y. Oui, je tiens à ça parce que ça implique beaucoup de choses. Il y a vraiment d'énormes problèmes à affronter par les enseignants qui seront recrutés. Ça, c'est vraiment un problème. Si nous savons que jusqu'à maintenant, selon des statistiques, 390 000 et plus d'élèves et d'enfants quittent l'école chaque année, il y aura vraiment des problèmes au niveau de ces recrutements. Ça va affecter la désaffection scolaire. Et affecter le processus en entier. Si nous savons que ceux qui vont être recrutés seront intégrés directement à l'enseignement, et même s'il y a en parallèle une formation continue, ce n'est pas du tout efficace. Et ça va alourdir le problème et rendre vraiment les bonnes intentions, comme on dit, le bon discours que j'ai entendu de M. Hiyani, c'est très bien, mais la réalité est autre, elle est complexe. Et ça va alourdir aussi l'encombrement des classes. Et ça va alourdir aussi les problèmes que nous avons vécus. La question des retards, et je termine, vraiment, c'est une responsabilité. Je ne peux pas la lier et l'associer à la question du budget, à la question, mais je la relie directement
à la question de la prévision et à la question de la planification selon un projet responsable qui prend en compte l'avenir des enfants. Et là, on va en parler au niveau de l'école publique. Ce n'est pas l'école privée. On va quand même compenser le retard à travers des prouesses qui sont connues sur le côté financier. Mais la question, je crois que c'est un problème qu'il faut en tenir compte. Et là, j'aimerais bien insister. C'est un point on a bien entendu sur cette question. Ne m'a pas convaincu sur ce point, il faut le dire. Alors, attendre l'ordre royal pour bouger. On a évoqué le sujet tout à l'heure. Monsieur El Hiyani a répondu. On va faire une courte pause. Je vous donne la parole tout de suite. On doit faire une pause et ensuite je vous donne une réponse. Ensuite, on passe à la suite parce qu'il faut absolument qu'on avance. On fait une pause pub. Restez avec nous. On revient dans un instant. Voilà, de retour sur le plateau du débrief avec nos invités, un débat plutôt passionné et pour cause, on parle de l'éducation nationale, donc un peu de l'avenir du royaume. Monsieur El Hiyani, vous vouliez réagir aux derniers propos du professeur Hadia avant qu'on fasse la pause. J'allais poser une question, pas nécessairement pour avoir une réponse aujourd'hui, mais juste pour dire, y a-t-il une solution au fait accompli aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une situation. C'est vrai, on ne s'est pas d'accord sur les causes. Moi, j'ai dit que les causes, ce n'est pas des causes techniques de prévision, de planification, ce sont des causes beaucoup structurelles, beaucoup plus importantes que les causes techniques. Ça, c'est certain. Maintenant, juste pour dire que le ministère, j'ai posé une question, y a-t-il une solution? Aujourd'hui, on a une décision qui a été prise. C'est une décision positive pour sauver la situation et s'inscrire dans l'avenir de manière sûre avec la vision 15-30 qui nous attend. Donc moi, je pense que la solution que nous sommes en train de prendre aujourd'hui dans ce ministère et dans ce pays est une solution pertinente. Mais j'ai expliqué aussi que nous avons sécurisé un peu le dispositif. Juste un message important à Sehaïda pour dire que le déploiement, il ne sera pas un déploiement définitif. Ils ne seront pas déployés dans les milieux difficiles. Je comprends votre message. Ils seront déployés provisoirement dans des milieux faciles pour les encadrer, pour vraiment assurer la formation qu'il faut. Et après un certain temps, on sera amené à faire un redéploiement au niveau de la région, au niveau de la REF. Ça, on a pensé, bien sûr, ils ne seront pas comme jetés dans les zones, quelles que soient leurs difficultés. Ça, c'est sûr. Alors, voilà. Maintenant, parlons, Monsieur El Hafi, après, on parle du statut de ces enseignants qui vont être recrutés. Moi, je pense que le problème existe depuis le début de la réforme. Chaque année, il y a 400 000 élèves qui quittent le système scolaire. Et là, c'est un problème, parce que ces 400 000 qui quittent, ils coûtent à l'État 10 milliards de dirhams. Sehaïda parlait de la masse salariale au niveau du ministère, elle est de 39 milliards de dirhams. Alors, quand vous avez... Ça représente 82% du budget... 90% du budget 10 milliards qui sont l'éducation. perdus, comme ça, je pense que c'est un investissement à fond perdu. Moi, je pense qu'il fallait, ce n'est pas au ministère. Le ministère, il cherche actuellement une solution à un problème qu'il affronte sans être responsable de ça. Mais je pense que l'État devait donner les postes budgétaires pour que la qualité puisse sauver tous les élèves jusqu'à pratiquement la fin de l'enseignement obligatoire. Parce qu'on prévoit pour un élève de passer de la première année à l'âge de 15 ans, et là, il quitte au bout de 3-4 ans. Donc c'est un investissement qui est perdu et qui se renouvelle depuis le début de la réforme. On n'a pas diminué le taux de déperdition. Et là, c'est grave. Quant à la formation, moi je pense que c'est une solution actuellement au plus pressé, mais il fallait prévoir une formation en bonne et due forme, dans des centres, parce que vous me mettez dans une classe, il se peut que cette classe tombe avec un enseignant qui n'est pas qualifié du tout.
Par qui va-t-elle être assurée, cette formation? Je rappelle qu'au niveau des systèmes, depuis 2013, nous avons fait quand même une réforme très importante. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les CERMEF, les centres régionaux des métiers d'éducation et de la formation. Nous avons aujourd'hui les 11 centres au niveau des 12 régions au niveau du Maroc. Donc ces centres aujourd'hui, c'est eux qui assurent la formation initiale au niveau des systèmes. Ce sont des centres très très importants aujourd'hui pour l'avenir de la formation. Ces centres assurent aussi la formation continue. Donc nous avons ces centres qui vont être impliqués dans la formation continue, mais nous avons des enseignants, ce qu'on appelle accompagnateurs, choisis de manière minutieuse et adéquate, qui vont assurer l'encadrement à ces enseignants qui vont rentrer maintenant dans cette opération qui se fait aujourd'hui. Monsieur El Hafi, je vous laisse terminer. Moi, je pense que pour la formation, ça donne un permis de conduire. Vous me prenez, vous me formez pendant une année, il y a des prérequis, il y a une formation, mais ça ne veut pas dire que je conduis bien. Il va falloir me suivre après. Et pour me suivre, c'est là où il y avait le rôle de l'inspecteur. Il accompagnait cet enseignant et l'inspecteur, il attendait également. L'enseignant, il allait chez ses collègues, il posait des questions, il demandait des conseils, etc. Et là, c'est une formation continue, mais même avec ça, il y avait le CAPES. Le CAPES, c'est qu'au bout de 2 ans, il faut que l'enseignant stagiaire décroche son CAPES ou son CAP pour le primaire. S'il ne le décroche pas, il retombe, il devient temporaire. Et là, c'est justement ces années de stagiaire qui permettaient à l'enseignant d'assurer un peu, parce que c'est un métier. Et puis d'apprendre par la pratique, voilà. Et par le en plus des prérequis, en plus de la formation académique, en plus de la formation en classe, il y a une formation sur le terrain. Et là, c'est un accompagnement qui se fait et qui donne à l'enseignant de passer un autre examen pratique. Alors, on a fait le tour de la question de la formation. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur la question du statut de ces enseignants. Le communiqué du ministère de l'Éducation nationale au début du mois ou au moment de la campagne, voilà ce qu'il stipule. À l'image des autres établissements publics et conformément au décret conjoint daté du 7 octobre 2016 entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Économie et des Finances, les AREF, les académies régionales d'éducation et de formation, procéderont à une opération de recrutement d'une manière contractuelle de 11 000 postes. Mais c'est la fin de la phrase qui est intéressante. Cette procédure de recrutement ne permet en aucun cas le droit à l'intégration directe au sein des rangs de la fonction publique. Donc ces enseignants ne seront pas des fonctionnaires. Par conséquent, ils ne sont pas des recrues du ministère. Ils vont être recrutés par les agences régionales d'éducation et de formation. Donc, quel va être leur type de contrat? Si j'ai bien compris, ça va être un CDD. Il est renouvelable, il est extensible à l'infini. Est-ce qu'il y a des procédures d'examen régulièrement pour savoir si on renouvelle ou pas le CDD pour conforter ces enseignants dans leur fonction? Comment ça va se passer? Très bien, juste pour clarifier un peu l'aspect, parce que vraiment, il y avait beaucoup de communication sur la presse, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas vraiment très bien précisées. C'est l'occasion de rectifier. Très bien précisé. Premièrement, c'est que cette opération de recrutement par contrat, c'est une opération qui s'inscrit dans une vision stratégique de la régionalisation avancée. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, le système éducatif est géré par le ministère, mais il est décentralisé. Il est géré par 12 établissements publics à autonomie financière et morale. Il ne faut pas oublier que jusqu'à aujourd'hui, le recrutement il se fait par le ministère. Et qu'on cherchait depuis c'est Hafi pour le confirmer, qu'on cherchait depuis un temps, on cherchait ce recrutement par les AREF. Ben aujourd'hui, nous sommes là-dessus. Juste pour comprendre, lorsqu'on parle de CDD, il ne faut pas prendre le terme de manière stricte. C'est un contrat, certes, aujourd'hui, à durée déterminée pendant 2 années, mais il faut voir un peu les dispositifs de ce CDD, comment il est mis en place. Il faut voir un peu la perspective aujourd'hui qui se trace. Est-ce que ce CDD donne les mêmes droits Exactement. que les fonctionnaires? Exactement, les mêmes droits. En termes premièrement, de sélection, c'est les mêmes conditions, les mêmes critères que j'ai rappelés. Les bureaux dont je parle tout à l'heure, c'est les mêmes bureaux. Deuxièmement, c'est la même rémunération, la même grille de rémunération. Et c'est un message qui est très parlant. Lorsqu'on parle de contrat de métier qui n'est pas le corps de métier du ministère, certainement on n'a pas ces salaires, on en parle de SMIC. Là on parle vraiment de salaire d'un enseignant. C'est le salaire de l'enseignant, de son homologue qui est à la fonction publique. Ils ont les mêmes droits aux prestations sociales, à savoir les 3 composantes. La composante de la CNOPS, de la mutuelle générale, la CNOPS, ce qui est l'AMO, assurance maladie obligatoire, la retraite
avec le régime des RCAR, qui est établissement public, le RCAR, mais également l'affiliation aux prestations de la Fondation Mohamed VI, disons des prestations sociales. Donc c'est vraiment le même dispositif aujourd'hui. On parle de 2 années parce que c'est un contrat qui va être fait entre l'AREF, établissement public, avec l'enseignant. Après 2 années, il y aura le CAPES. Là, je retrouve ce que vous avez dit, c'est officiel, c'est très précis. Il y aura une évaluation qui sera faite, plusieurs évaluations, mais surtout une évaluation à la fin de la 2e année. Vous voyez un peu bien l'esprit. On ne peut pas aujourd'hui reconduire de manière tacite, de manière automatique ce contrat si on ne s'assure pas que cet enseignant va convenir aux exigences de la qualité que nous cherchons. Et dans le cas où il correspond à il remplit ces critères d'exigence. La reconduction est automatique. Ça, c'est déjà un acquis aujourd'hui, de par décision qui a été signée conjointement par le ministre des Finances et le ministre de l'Éducation nationale, M. Mourtab. Donc, c'est déjà acquis. Mais moi, je veux un peu aller plus loin. C'est voir un peu la suite, la perspective. Nous sommes en train d'avancer vers la vision 2015-2030. Les AREF auront leur statut. Vous voyez un peu où on va. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le dit pas, c'est pas officiel. Mais juste en termes de réflexion, je me permets un peu de le dire. On est en train de pousser, de tracer un peu l'image, le schéma, le dispositif de recrutement, de gestion de ressources humaines par les AREF. C'est une gestion décentralisée. Exactement. On va vers et c'est une gestion stratégique qui est recherchée aujourd'hui. Vous voyez, je pose une question à mes collègues, est-ce que le scénario aujourd'hui est plus efficace que la gestion décentralisée? Je ne le pose pas aujourd'hui lorsqu'on parle de mouvement national, lorsqu'on parle de mouvement au sein des 82 provinces. C'est vraiment complexe. On n'assure pas l'équité nécessairement. On n'assure pas l'égalité entre rural et urbain. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller en avant. Donc, ce n'est pas un contrat vulnérable, fragile, c'est un contrat solide. C'est un contrat solide, je le reprends. Oui, c'est bien d'avoir une décentralisation, c'est une très bonne chose, une très bonne initiative, mais moi, personnellement, ma lecture de cette réalité, c'est qu'il s'agit d'une astuce. Une astuce au niveau des AREF. Il faut le dire. Voilà, c'est un établissement public. Il procède au recrutement des nouvelles recrues, c'est très bien. Mais il y a quelque chose d'implicite. Je ne suis pas très bien qualifié comme vous pour le saisir, mais il y a quelque chose qui cloche. Il faut le citer l'implicite. Oui. Pour une meilleure transparence. Oui, c'est ça, pour une meilleure transparence. Là, je rejoins les concernés qui ont manifesté, protesté contre cette manière ce genre de recrutement à la CDD, de cette manière, parce que ça implique le fait qu'ils ne seront pas dans la stabilité au moment de l'exercice de leur fonction. Ça, c'est un problème. Et, vous parlez des enseignants stagiaires qui ont mené une grève. Non, lorsqu'ils seront recrutés, même ceux qui vont arriver, qui vont rentrer, ils auront quand même contester ce statut de CDD. Exactement, ils contestent ce statut de CDD parce qu'ils disent voilà, si vous voulez qu'on soit vraiment dans la bonne fonction et on travaille correctement, il aurait fallu quand même qu'on soit stable. Il faut quand même garantir sur cette stabilité. Nous serons fragiles sur pas mal. Vous pensez que les droits qui leur sont garantis ne suffiront pas? Ne suffiront pas. C'est bien de décentraliser, mais pourquoi pas ne pas, comme ils disent, pourquoi pas ne pas intégrer directement la fonction publique? Ça, c'est un point d'interrogation à clarifier de la part de Sylviane peut-être. Mais oui, je donne la parole à je laisse M. Hadi terminer, ensuite M. El Hafi et vous pourrez répondre. Je n'ai pas encore terminé. Pour moi, jusqu'à maintenant, le débat s'est focalisé sur des questions techniques. Mais au niveau de la formation, profondément parlant, est-ce que c'est ça le système que nous voulons? Peut-être ça va venir cette question. Est-ce que c'est ça le système éducatif que nous voulons? Est-ce que c'est la pédagogie que nous voulons? Ou nous serons toujours dans un système éducatif déficient et stérile, ça il faut le dire. Et on a eu cette dichotomie entre, premièrement, ce genre de formation, là je saute sur un autre point, c'est ce genre de formation dans les centres des métiers de l'éducation. Qu'est-ce qu'on a? C'était prévu, même le programme gouvernemental concernant les 10 000, c'était prévu pour le privé, pour les enseignements au niveau du privé. Mais le privé n'a pas été en mesure d'honorer les engagements de la fonction publique. C'est pour ça qu'ils ont refusé et ils ont dit voilà, ils se sont retournés à la fonction publique pour l'intégrer d'une manière, disons, entre guillemets, automatique de la part des concernés. Là, moi je me pose plusieurs questions.
concernant, premièrement, la formation. Quelle formation? Hiyani l'a bien détaillé, mais moi je pose la question dans le substantif, c'est-à-dire quel type de formation? Est-ce que nous allons revivre et vivre le même type de pédagogie exercée jusqu'à maintenant dans donner la même manière, la même procédure au niveau de l'enseignement aux élèves, ou on va, comme ce qui se passe actuellement dans le monde, et on a même voulu prendre comme modèle la Malaisie ou je ne sais pas le Finlande et ainsi de suite, dont les systèmes sont développés. Et dont l'enseignement et la pédagogie est personnalisé et individualisé, suivant ce qui se passe actuellement. Là, on touche vraiment à un sujet qui mériterait à lui seul une autre émission, donc, qui est la formation pédagogique des enseignants et le modèle vers lequel on aimerait tendre. Voilà. Si on se limite seulement au côté technique, on ne va pas résoudre le problème. Je suis d'accord avec tout l'effort que le ministère déploie pour quand même... Mais ce n'est pas ça, à mon avis, la question qui se pose. Si on suit ce qui se passe actuellement au niveau international du point de vue pédagogique. Je m'excuse. Non, je vous en prie, je vous en prie. Monsieur El Hafi, je vous laisse réagir et puis après on va parler plus largement des droits de l'enfant, puisque c'est le deuxième thème de la soirée. Monsieur El Hafi, allez-y. Moi, même pour la régionalisation, c'était prévu par la loi 05 depuis très longtemps que l'académie pouvait recruter des gens, etc. Maintenant on commence peut-être. Mais moi, si la finalité de ces CDD et de rechercher la qualité qu'il faut pour un enseignement de qualité, je dis oui. Parce qu'avant, il y avait une formation beaucoup plus poussée. Il y avait une formation académique à la faculté et il y avait une formation parallèle, psychopédagogique, à l'école normale supérieure ou dans les CFI, etc. Et là, les gens, au bout de 4 ans, quand ils passaient le diplôme de sortie, ils allaient enseigner, il y avait certains qui ne réussissaient pas. Parce que l'enseignement, c'est un métier, il faut une formation, mais c'était aussi un art. Et cet art n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une vocation, surtout. Et c'est une vocation, un art. Il y avait des gens qui passaient le CAPES une première fois. Ils ne réussissaient pas. Passaient une deuxième fois. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, on avait 5000 personnes qui, du statut de stagiaire, sont devenus temporaires. Donc on a ouvert une 3e session pour ces gens. Puis par la suite, il y avait un cumul, une 4e session. Et par la suite, ces gens qui ne réussissent pas le CAPES dans les 4 sessions, qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc en fait, c'est une solution d'appoint pour répondre à un problème urgent, mais ça ne fait pas l'économie d'une réflexion qui doit être menée sur la formation des enseignants. En quelques secondes, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle des droits des enfants. Alors je vous laisse une minute. Merci beaucoup. Juste pour dire qu'aujourd'hui, juste pour ne pas dire qu'il y a seulement l'opération 11 000. Non. Le ministère, il travaille maintenant sur la vision 2015-2030, que le Conseil supérieur a piloté pour élaborer, pour l'adopter. Aujourd'hui, dans la vision stratégique, il y a tout un projet sur la formation, sur l'architecture qu'il faut rénover, qu'il faut refondre. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de limites dans la formation initiale telle que se pratique. On a fait des progrès, mais aujourd'hui, il y a un besoin que je confirme, urgent, de revoir l'architecture de la formation initiale. Laissez-moi juste compléter parce que c'est un projet... Quelques secondes, s'il vous plaît. Sinon, j'ai pris combien de secondes? Il me reste 40 secondes. C'est un projet qui est là. Mais là, nous sommes devant une situation avec des responsabilités multi-acteurs. Moi, je pose la question, est-ce que vous avez, mes collègues, une solution meilleure? C'est une solution qu'il faut optimiser au maximum. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La question de stabilité. Il y a un paradoxe aujourd'hui. La stabilité, ce n'est pas la fonction publique. Est-ce qu'on veut la décentralisation? Est-ce qu'on veut la fonction publique? Nous, on a fait le choix. C'est la décentralisation effective. Et c'est la stabilité dans les AREF. Ce n'est pas une fragilité, au contraire. Nous voulons s'inscrire dans l'avenir aujourd'hui. Et c'est le mode d'avenir aujourd'hui. C'est recruter au niveau de l'AREF, c'est bien formé, c'est bien encadré, et c'est chercher la qualité au niveau de l'AREF. Je pense qu'on va servir l'équité, on va servir l'équité, on va servir l'équité et la qualité. On aura l'occasion d'en reparler. Monsieur El Hafi, on va, s'il vous plaît, messieurs, on passe à la suite. C'est un sujet sur lequel on sera amené à revenir, certainement dans les prochaines semaines. Et puis, c'est vrai que dans le cadre de la réforme, la question de la formation, de la qualité de l'enseignement est un des piliers dont nous reparlerons. On parle
parle maintenant des droits de l'enfant et de comment le droit à l'éducation s'inscrit dans ce droit des enfants. Professeur Al-Malki, vous êtes la vice-présidente de l'ONDE qui a tenu son congrès national donc ce dimanche sous la présidence de la princesse Lalla Meriem. Pour vous, le droit à l'éducation, dans le cadre de votre travail général sur la promotion des droits de l'enfance au Maroc aujourd'hui, quel est votre sentiment? Et puis après avoir entendu tous les débats que nous venons d'avoir. Oui, effectivement, l'Observatoire vient à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, a tenu sa 15e édition du Congrès national des droits de l'enfant. Et c'était aussi à l'occasion de la première année de démarrage de l'application de l'agenda du développement durable, qui a 17 objectifs et qui est attaché à la Convention des droits de l'enfant. Donc c'est un petit peu dans cette occasion, c'est sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, et la présidence effective de la princesse Lalla Meriem. Alors le droit à l'éducation, c'est un droit des enfants qu'on défend depuis très, très longtemps, à une éducation et à une scolarisation qui doit être de qualité et gratuite. Et un enseignement exclusif. Donc je crois que le droit à l'éducation, c'est l'un des plus importants. Droit à la santé, droit à l'éducation, c'est des droits prioritaires que doit avoir chaque enfant pour pouvoir l'amener à une vie d'adulte pleine et satisfaisante. Et je crois que sur ce droit, c'est capital. Et il y a l'équité à l'éducation, il y a le fait que ce droit soit valable, qu'il faut viser en particulier les enfants les plus vulnérables qui n'ont pas accès à l'éducation. C'est ce qui a été fait depuis des années, depuis la création de l'Observatoire. Des progrès considérables ont été faits en matière d'éducation et actuellement justement on arrive à pratiquement une scolarisation quasi complète des enfants, garçons et filles, parce qu'avant il y avait une disparité. Avec un petit déséquilibre encore existant pour les filles, notamment en milieu rural. En milieu rural, mais je crois qu'il y a quand même des progrès considérables qui ont été effectués. Donc le droit à l'éducation, je pense que c'est un droit capital. Et l'Observatoire a fait une expérience sur un thème qui s'appelle l'équité au savoir. Et nous avons en 2 ans, nous avons essayé de faire 4 sessions, d'essayer de voir tous les enfants qui étaient en échec scolaire. On n'a pris que des enfants en échec scolaire, à peu près 5000 enfants, et ça s'est fait avec des enseignants, des professeurs volontaires et bénévoles. Et ceci a permis, alors c'est une expérience extraordinaire qu'on voudrait bien faire connaître. Ces enfants étaient réunis avec des professeurs et on a visé quelques matières importantes. Ils étaient tous dans les classes de passage au bac en particulier. Et le succès a été considérable. On a vu des enfants qui étaient vraiment en préabondance scolaire et on a eu un taux de réussite de plus de 80% au baccalauréat. Donc ceci, je crois que les enfants... Quand ils sont encadrés... Quand ils sont bien encadrés, avec des professeurs compétents et vraiment qui connaissent leur métier, qui ont leur autorité, leur autonomie, toutes les qualités qui s'imposent permettent d'aboutir à des résultats positifs. Monsieur El Hadia, vous avez commis plusieurs ouvrages sur ces sujets, donc sur l'éducation et l'impact sur les enfants. Votre réaction par rapport à cette importance du droit à l'éducation? Oui, ça c'est un fait indéniable quand même de dire voilà le droit à l'éducation, c'est devenu une évidence. Il faut le reconnaître. Et je reconnais que d'après ce que j'ai lu et même le suivi que je fais pour les activités de l'Observatoire, il fait un très bon travail. Et je connais certains enfants qui ont été vraiment sortis formés dans de l'échec scolaire. Exactement. Et c'est très bien, et même certains parmi eux, ils ont rejoint l'université. Ça, je le reconnais, c'est très bien. Mais nous avons des problèmes. L'Observatoire n'a pas les moyens de toucher tout le monde, ça c'est clair et net. Mais en milieu rural, là où j'ai travaillé beaucoup, vraiment, il y a un manque. Il y a un manque d'encadrement, il y a un manque même de veiller sur Oui, on fait de notre mieux, mais c'est pas aussi convenable et pertinent. Il y a beaucoup à faire. Je crois que c'est ça la réalité. Et la formation,
comme ce que fait l'Observatoire, ça sauve, ça je le dis franchement, et donne quand même une certaine immunité à notre société contre la délinquance, contre les crimes, contre tout ce qui est déviant, contre toute déviance vis-à-vis de la société. Et puis la protection des filles qui souvent sont déscolarisées pour être mariées, s'il y a aussi à l'augmentation des mariages des mineurs, il y a un travail particulier en direction des jeunes filles. Oui, les jeunes filles en particulier, parce que justement dans la scolarisation, il y a une inégalité, si vous voulez, entre garçons et filles dans la scolarisation. Oui, alors, au niveau du collège en milieu rural pour les jeunes filles, c'est moins de 58%, et quand on passe au lycée, c'est moins de 19%. Oui, justement. Donc il y a des inégalités, une iniquité dans l'accès, dans la poursuite des études, parce qu'ils vont au primaire et ça dépend de tous les moyens, les infrastructures et les conditions de vie. Or, cette éducation doit se continuer. Pour nous, l'objectif, c'est que l'enfant, pendant toute sa scolarité, parce qu'on le limite à 15 ans, et actuellement, nous, on passe non seulement à 15 ans, on augmente cette tranche d'âge qu'il faut sauvegarder, oui. Et l'autonomisation des filles a été un challenge que l'Observatoire a voulu tenir jusqu'au bout, et grâce à ces efforts, on a réussi à introduire un objectif des objectifs du millénaire qui est l'autonomisation des filles, la scolarisation des filles, éviter toutes les stigmatisations et les comportements, les mariages précoces, les violences, l'exploitation, etc. Lutte contre les petites filles domestiques, dont il y a actuellement une loi qui va s'appliquer. Et on était pour le fait que cette loi aille jusqu'aux jeunes filles de 18 ans. Et je crois que l'autonomisation de filles, c'est un levier de l'application de ces objectifs de développement du millénaire. Et qui a été rappelé notamment dans un rapport de l'ONU pour les populations récemment, l'importance d'encadrer les jeunes filles de 10 ans et l'impact économique à partir de 10 ans, tout à fait. Sur le développement des sociétés. Il y a un rapport énorme sur l'autonomisation des petites filles à partir de 10 ans. J'aurais aimé tous vous faire réagir sur le rôle de la société civile dans cette question du droit à l'éducation, mais professeur Al-Malki, je voudrais juste vous donner la parole pour la fin. Il nous reste une minute. Pour les deux annonces qui ont été faites lors du congrès de l'ONDE, notamment pour la violence et les familles d'accueil pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour terminer ? Oui, justement, l'un des thèmes importants de cette 15e édition, c'est un engagement de tout le monde. C'est l'obligation de tous, si vous voulez, pour défendre les droits de l'enfant et veiller à son émancipation. Justement, donc il y a une plateforme interactive pour dénoncer les violences faites aux enfants ? Absolument. Actuellement, il y a tout un signalement. Nous avons créé un centre d'écoute et de protection des enfants maltraités avec un téléphone vert depuis l'année 1999. Qui est ouvert avec un numéro qui était quand même à 8 chiffres, mais qui se termine par 2511, c'est-à-dire la journée internationale des droits de l'enfant. Et actuellement, ce numéro est raccourci et ce signalement est fait par voie d'Internet, par signalement. Il suffit d'avoir un smartphone ou une tablette pour lesquels qu'on a distribué aux enseignants, aux départements ministériels, à certaines ONG qui s'occupent d'enfants, aux assistantes sociales, dans les écoles elles-mêmes, à certains enfants eux-mêmes. Pour faire le signalement, il suffit de cliquer. C'est très très simple. L'enfant lui-même peut dénoncer une maltraitance, une exploitation ou même une négligence. Parce que la négligence est un petit peu oubliée. Et même les enfants abandonnés, s'il y a quelque chose, on peut réagir parce qu'il y a tout un ensemble d'avocats, de médecins, etc. qui s'occupent de ces problèmes-là. Alors, je suis vraiment désolée parce qu'on doit terminer. Mais donc la deuxième mesure, c'était le placement des enfants en famille d'accueil pour éviter qu'ils fassent des trop longs séjours dans les centres d'accueil, donc pour les intégrer dans les familles. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir bientôt pour en reparler. Je suis désolée messieurs parce qu'on doit conclure, on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous reviendrez monsieur El-Hafni, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces questions. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Nous on se retrouve lundi pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.